Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Sylvestre. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors, on ne va pas y aller par quatre chemins. L'exécutif, on peut le dire, a reculé en annonçant donc cette suspension pour 6 mois donc, de la hausse des taxes sur le carburant. Ça, vous le savez. Gel pour l'hiver aussi, on le rappelle, c'est important, des hausses des tarifs de l'électricité et du gaz. On a compris en creux, d'ailleurs, on voit le Premier ministre, il a laissé entendre, mais ce matin aussi, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, a laissé entendre que si on ne trouvait pas d'accord, justement, comme en termes de mesures d'accompagnement, eh ben, cette suspension deviendrait une suppression. Donc voilà, les choses ne sont pas dites, mais elles sont quasiment claires. Pour vous, il a eu raison, le président, de céder et de reculer pour la première fois. C'est la première fois de son quinquennat qu'il recule. Bah oui, mais il ne pouvait pas faire autrement. Il a eu évidemment raison. On ne peut pas aller à l'épreuve de force en permanence comme parce qu'il avait l'opinion publique contre lui, parce qu'il fallait apaiser un peu la flambée des violences. Prendre le risque de mettre la France pendant ce mois de décembre à feu et à sang, ce n'était pas possible. Vous avez déjà énormément de problèmes dans l'industrie hôtelière, dans l'industrie touristique, et puis on allait avoir des problèmes dans le commercial, et puis dans l'approvisionnement, et puis vous ne savez pas comment ça s'arrête. On est quand même dans une situation très dangereuse, surtout qu'on était face à un mouvement qui n'avait pas de structure, qui n'était pas organisé, qui ne l'est toujours pas, qui n'a pas de représentants, et qui n'a pas forcément une connaissance très précise des dossiers qu'il abordait. Il y a une passion, il y a de l'irrationnel, il y a une douleur, il y a une souffrance, une détresse, vraisemblablement, mais tout ça a été quand même très très confus, parfois très souvent contradictoire et très difficile à gérer. Donc il fallait répondre du moins aux premiers engagements, aux premières revendications, puisque ça débordait partout. Ce qui m'intéresse, c'est que pour la première fois, le gouvernement s'est engagé dans la voie d'une baisse fiscale, d'une baisse de la fiscalité. Parce que en tapant... Si les dépenses publiques baissent aussi. Non, en tapant sur les taxes carbone, il va soulever d'autres problèmes, mais sur le gaz, sur l'électricité, etc., il s'engage dans une trajectoire de baisse d'impôts, de baisse de taxes. C'est-à-dire, il est dans une logique. Et il ne pourra pas sortir. Non. Et à mon avis, il ne pourra pas, du quinquennat, sortir de cette trajectoire. Ce qui l'oblige à engager un débat sur où la baisse des dépenses publiques et sociales, parce que dans les dépenses publiques, c'est surtout les dépenses sociales sur lesquelles il va falloir. Mais c'est la retraite. Agir. Le gros de ce qui nous différencie en termes de dépenses publiques, ce sont les retraites, on le sait bien. Non, ce qui nous différencie en termes de... Il y a 3 points de PIB de plus. Je vais vous dire, ce qui nous différencie en termes de dépenses publiques de nos principaux partenaires et de nos principaux voisins, c'est le mode de financement des dépenses sociales. Nous avons un mode de financement des dépenses sociales qui est public, qui est paritaire, qui est public, qui est par le biais des prélèvements obligatoires. On pourrait imaginer un mode de financement d'un certain nombre de dépenses sociales dans une logique assurantielle. Je vais vous prendre un exemple. L'assurance automobile, c'est quasiment un prélèvement obligatoire. Vous êtes d'accord? C'est obligatoire, l'assurance automobile. Elle est gérée par un secteur privé. On ne s'en plaint pas. C'est relativement bien géré, le calcul des risques, etc. Donc, on peut imaginer une partie du social, du domaine social, un peu comme les Allemands, un peu comme l'Europe du Nord. En aucun cas, le gouvernement s'est avancé sur une piste comme ça. Non, c'est votre opinion, ça? Non, c'est mon opinion, évidemment. Il n'y a rien dans le discours qui laisse poindre ça. Non, mais il faudra réfléchir dans le débat pour savoir, et je suis sûr que parmi les Gilets jaunes, il y a des gens qui veulent récupérer du pouvoir d'achat. Mais récupérer du pouvoir d'achat, c'est récupérer aussi de la liberté individuelle pour utiliser ce pouvoir d'achat. Vous parliez, Jean-Marc, donc, de ce grand débat national qui va être lancé à partir du 15 décembre jusqu'à, je crois, courant mars, sur les impôts et la dépense publique. Mais une grande constatation pour dire quoi? Qu'est-ce qui va sortir des débats? Qu'il faut baisser les impôts, qu'il faut qu'il y ait plus de dépenses publiques? On va être bien avancé avec ça. Il faut sans doute baisser les impôts. Il faut surtout s'engager sur une trajectoire de baisse d'impôts à moyen terme, de façon à rendre aux agents économiques, aux ménages, du pouvoir d'achat. Ou vous baissez les dépenses publiques. Il y aura bien... vous avez parallèlement à ça une réflexion sur la baisse du déficit, donc la baisse des dépenses, ou la baisse du financement des dépenses, la modification. Le périmètre de l'État, il est pas sanctuarisé. C'est pas un sanctuaire, enfin. Vous savez parfaitement ce qui va sortir de ces concertations. On dira qu'il faut moins d'impôts et plus d'État, plus de services publics. Et on sait bien que les deux ne vont pas ensemble. Mais ça, c'est... Vous avez expérience. Dans ce cas-là, vous débouchez sur une autre trajectoire, une autre politique alternative, qui est une politique à l'italienne, et qui vous met en difficulté avec éventuellement non seulement
Bruxelles, mais ça, à la limite, on peut dire un peu comme les Italiens, fuck Bruxelles, hein, mais vous met en difficulté avec les marchés. Et quand vous êtes surendetté comme nous le sommes, vous êtes bien obligé de passer par le banquier, par le marché. Emmanuel Macron a souvent fustigé ses prédécesseurs qui avaient reculé face à la pression de la rue ou de l'opinion publique. Bah finalement, lui aussi, il s'y résout comme les copains. Oui, c'est une leçon d'humilité. Bon, mais il faut que tout s'apprenne. D'autant que c'est pas... Non, mais enfin, je vois pas lequel de ses prédécesseurs a eu un choc aussi terrible. Je me souviens de Sarkozy, mais c'était un choc extérieur, notamment la crise des subprimes. Et là aussi, il a reculé sur la crise des subprimes. On n'est pas allé frontalement. Oui, mais c'est pas sur une réforme de grande envergure comme les retraites ou le contrat de travail. Là, c'est sur une histoire de taxes. Ça prouve quand même que les Français sont peut-être à l'écoute de la nécessité des réformes de structure. Ils savent très bien qu'on n'en a pas fait dans ce pays depuis un demi-siècle. Donc il va falloir les faire, s'adapter à la mondialisation, au digital. Et tout ça. Donc il y a des choses à faire au niveau de l'État, de son organisation, de la digitalisation de l'État. Il y a des choses à faire au niveau de la fiscalité, peut-être moins lourde, mais surtout étalé différemment, c'est-à-dire partagé différemment, peut-être moins d'injustice ressentie. Il y a beaucoup d'injustice ressentie. Et puis, il y a certainement un débat à faire, parce qu'on n'y échappera pas, sur la transition énergétique. Pourquoi on ne peut pas la coller comme ça et l'imposer à des gens qui sont piégés par la voiture diesel, mais il va falloir y passer progressivement. Et cette progression ouvre un autre débat un peu compliqué avec les écologistes, parce qu'on n'échappera pas à la reconnaissance que le nucléaire va être indispensable dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Sur ce recul, beaucoup disent que c'est un petit peu un tournant du quinquennat du président. Il sera encore en capacité à réformer. Il y a beaucoup de dossiers. Il y a les retraites, la fonction publique, la fiscalité locale, tous ces dossiers, il va falloir se les taper. Il sera en position de faiblesse, disent certains. Les réformes, quand elles sont expliquées... Parce qu'il y aura des gilets jaunes qui vont redescendre dans la rue et boum, c'est tout... Oui, c'est un peu ce qu'on peut... Bon, écoutez, oui, mais on peut aussi, selon le bon principe de précaution, ne rien faire. Et à ce moment-là, vous couchez et puis on attend que ça se passe. Mais on a quand même est affaibli en vue des prochaines grandes réformes. Il est affaibli sur le plan politique. Mais ça, il est affaibli sur le plan politique parce qu'il y a une des réformes qu'il n'a pas fait, c'est le développement et l'émergence des contre-pouvoirs. On ne peut pas détruire les corps intermédiaires, ubériser la vie politique sans reconstruire autre chose. Sinon, on est face au peuple. Sinon, on est face au peuple d'une démocratie directe qui n'a pas grand-chose d'autre à exprimer que ce qu'ils expriment sur les plateaux de télévision ou sur les ronds-points qu'on bloque. Sachant que tout ça paraît assez inextricable à court terme, les prochains jours nous le diront, mais on a un gouvernement assurément qui avait toujours un petit temps de retard sur les événements dans sa communication. Et là, c'est vrai que ces concessions qui ont été annoncées hier, elles auraient pu passer il y a 10 jours. On a le sentiment qu'aujourd'hui, elles ne passent plus. En même temps, les premiers sondages donnent raison au chef de l'État. 70% des Français, sondage BVA pour la Tribune, considèrent que ce gel justifie l'arrêt des manifestations, des mobilisations des Gilets jaunes. Il est en train de marquer le point. Mais c'est compliqué l'arrêt de la mobilisation des Gilets jaunes. Parce que comme si l'opinion publique se retourne. Oui, bien sûr. Mais comme ils ne sont pas organisés, ils n'ont pas de leader ou ils n'ont pas de représentants pour organiser le retrait. Parce qu'il faut qu'ils sortent aussi la tête haute, il faut qu'ils sortent avec le sentiment de tout ça. Donc quand vous avez une situation qui est radicalement bloquée, c'est compliqué de sortir de la tête haute. Donc il va sans doute falloir faire autre chose et il ne va surtout pas falloir abandonner. Faire autre chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement garde sous le coude... Ouvrir le débat, que ce soit dans le cadre de cette loi de finances ou dans l'autre, mais ouvrir le débat qu'il a promis d'ouvrir sur la fiscalité, sur les dépenses publiques et sur l'énergie, sur l'organisation de l'État. Regardez l'organisation de l'État. On peut pas continuer. Macron transformé en roi de France avec rien d'autre que entre lui et ses sujets. Il faut absolument déconcentrer cet État, donner aux régions qui sont pleines d'initiatives. Les régions ont fait beaucoup de choses pour la taxe carbone. Donc il faut donner aux régions et aux municipalités. Il y a des municipalités. On parle toujours des villes qui sont désertées avec beaucoup de chômage. Il y a beaucoup de villes moyennes en France qui sont en plein emploi et qui sont vivantes avec des maires jeunes qui ont une optique business. Moi, je peux vous citer Mayenne, Laval, Cholet, toute la Vendée, une grande partie de l'ouest de la France. Il n'y a pas énormément de problèmes. Il y a des problèmes dans les villes qui n'ont pas su se restructurer, comme Alençon par exemple, Argentan, Caen, qui ont perdu Moulinex, qui ont perdu une partie des sous-traitants automobiles parce que ça s'est délocalisé à l'étranger et qui ne se sont pas remis. Mais vous avez beaucoup. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité au désespoir. Quand on voit partir une usine, il n'y a pas de fatalité à ce qu'il y ait une reconversion. Il n'y a pas de fatalité à ce
réussir une reconversion si vous êtes capable d'avoir une attitude au niveau de la mairie d'attractivité et de marketing pour attirer les investisseurs. Il n'y a pas de fatalité à ça. Ouais. Et la question de la fatalité, elle se pose, on est quelques jours avant le week-end. Samedi, l'acte 4 est attendu à Paris. Quand on voit la réaction des Gilets jaunes, en tout cas, ces concessions du gouvernement ne semblent pas vraiment apaiser la colère de la protestation, de l'opposition. Je crois pas que... Vous redoutez des nouvelles scènes de guérilla urbaine à Paris avec une violence qui pourrait encore monter d'un cran parce que la mobilisation faiblit, donc le pendant, c'est peut-être plus de radicalité dans le mouvement. Oui, d'accord. Mais moi, je ne peux pas imaginer que les Gilets jaunes soient à l'origine de la casse. Ils ont été le prétexte, ils ont été utilisés, ils ont été manipulés. Dans les gens qui ont été mis en garde à vue et déférés, il y avait des gens qui n'étaient pas des gens d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui n'étaient pas des casseurs. Qui étaient sans doute des Gilets jaunes qui montaient de la province et qui... Bon, mais je ne crois pas franchement que la majorité du mouvement des Gilets jaunes soit dans cette logique-là de destruction complète de l'État et de la démocratie. Bon. Après, il y a cette demande, vous l'évoquiez, hein, Jean-Marc, de justice fiscale de la part des Gilets jaunes. Il aurait dû ou pas, le président, envoyer faire un geste, dans une concession? On entend souvent, là, ce qui était proposé, trop peu, trop tard. Il ne fallait pas réindexer les pensions de retraite sur l'inflation. On sait que le quasi-gel a été voté, augmenter le SMIC. Il n'y avait pas quelque chose de la justice sociale, fiscale à annoncer? Le problème de la fiscalité en France et de son redressement vers plus d'équité ou plus de justice est compliqué. Parce que l'impôt direct est payé par assez peu de gens. C'est-à-dire que vous avez en gros 50% des contribuables qui ne payent pas d'impôt direct. Mais ils payent de la CSG, ils payent de la TVA. Alors, ils payent de la CSG, ils payent de la TVA, qui sont des dépenses affectées. La TVA, c'est sur la consommation. La CSG, c'est pour les prestations sociales. Donc, il faut trouver le moyen, et donc, ils ne la payent pas directement, mais ce sont des déductions sur le pouvoir d'achat, d'où la revendication sur le pouvoir d'achat. C'est pour cette raison que la question est de savoir, c'est si on redistribue du pouvoir d'achat, laisser la liberté aux gens d'utiliser ce pouvoir d'achat comme ils le veulent, ou une grande partie comme ils le sentent. Et puis le pouvoir d'achat ne vient pas seulement de ce que l'État peut redistribuer, ça vient du secteur privé, des capacités des entreprises à être plus productives et à reverser une partie de cette productivité aux salariés. Penser que le pouvoir d'achat vient uniquement des baisses d'impôts ou des baisses de taxes de l'État. Mais on ne peut pas à la fois réclamer des baisses, non pas de recettes fiscales importantes, et puis une augmentation corollaire des services publics ou des dépenses sociales. Il y a quelque part, il y a un choix. Il faut essayer de convaincre qu'on peut avoir la responsabilité du financement de l'assurance. Mais sur l'idée de cette justice, encore une fois, sociale, et on voit bien encore Benjamin Griveaux l'a laissé entendre aujourd'hui, il dit l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, donc la quasi-suppression de l'ISF, va être évalué par le Parlement, et si son évaluation montre qu'il ne fonctionne pas, il faut voir ce qu'on met derrière, il ne fonctionne pas, et tout est ouvert. Il ouvre une brèche en disant que finalement, peut-être qu'il faudra revenir sur la suppression de l'ISF. Ça serait une erreur? Moi, je pense que la bêtise sur l'ISF, ça a été de limiter la suppression de l'ISF aux valeurs boursières, aux valeurs industrielles et aux valeurs d'entreprise. Il aurait fallu... Tout supprimer. Oui, il aurait fallu sans doute... Vous n'avez pas compris les revendications des Gilets jaunes en disant ça? J'ai compris qu'il y avait quand même beaucoup de Gilets jaunes qui étaient propriétaires aussi de leur maison, qui étaient propriétaires de l'immobilier. J'en sais rien, peut-être pas, mais je pense qu'il faut simplifier tout ça. Je pense qu'il faut simplifier tout ça. Et puis il faut savoir ce qu'on veut. Alors, oui. Ça serait une erreur de revenir sur la quasi-suppression de l'ISF? Ça serait une erreur? Ça serait une erreur, oui, à l'heure où le Brexit va se transformer l'Angleterre en blanchisserie et en paradis fiscal. On va se retrouver avec un concurrent très très sévère. À l'heure où les investisseurs étrangers, les fonds d'investissement étaient en train de revenir sur l'Hexagone parce qu'ils considéraient que c'était un pays où le taux de risque était plus faible. Et le taux de... Oui, c'est une erreur. Sauf si on réussit à coincer les Google, les Facebook et les... Mais ça, c'est autre chose. La taxation des GAFA, c'est autre chose pour le coup. La taxation, c'est peut-être autre chose, mais c'est quand même, ça nous donne quand même beaucoup de recettes fiscales. Certes, mais là l'idée, c'est de dire, on aurait pu proposer une mesure dans un souci de justice sociale. Prenez une mesure qui mette justement à contribution les riches. Et donc voilà, il y a plusieurs propositions qui ont été faites en ce sens, Jean-Marc Sylvestre, notamment pourquoi pas une tranche marginale
supérieure à oui, l'impôt sur le revenu. On peut imaginer ça. Il ne fallait pas envoyer un signal comme ça. Il y a aussi la taxation sur les donations en ligne directe, qui sont relativement faibles par rapport à ce qui existe dans les pays anglo-saxons. Il y a plein de choses à faire, mais il faut quand même simplifier les choses. Vous savez, l'impôt, sa fonction principale, c'est d'apporter des recettes à l'État. C'est-à-dire d'apporter de quoi financer les services publics. Alors qu'on définisse les services publics, qu'on définisse les services sociaux, et à ce moment-là, on définira le montant de l'impôt. C'est par la suite qu'on a sophistiqué la fonction de l'impôt. C'est dit, l'impôt peut aussi avoir une fonction d'incitation à l'activité économique. Alors là, on commence à rentrer dans les niches, les exonérations et tout ça. Auquel on n'a jamais touché d'ailleurs. Non, mais ouais, bien sûr, parce que dans chaque niche, il y a un chien qui aboie et qui mord. Donc, et d'ailleurs, vous voyez bien. Bon, donc c'est compliqué. Et puis, on lui a dit, il y a une fonction sociale, il y a une fonction d'équité, il y a une fonction de justice, etc. Non, écoutez, essayons de savoir ce dont on a besoin et essayons de savoir comment on le paye. Et il y a différentes façons de le payer et il n'y a pas forcément que l'impôt pour le payer. Ouais. Certains disent quand même que cette suppression de l'ISF, enfin, sa transformation en impôt sur la fortune immobilière, ça reste une faute, le péché originel du mandat d'Emmanuel Macron. Comme l'a été en son temps d'ailleurs, rappelez-vous, le bouclier fiscal abandonné en rase campagne par Nicolas Sarkozy. En gros, de se dire qu'il fallait aussi se soucier du pouvoir d'achat de monsieur tout le monde et pas seulement des plus favorisés. Oui, ça reste. On peut poser la question, Jean-Marc. Oui, bien sûr. C'est peut-être là le sujet, tout le monde se la pose de façon. C'est normal de se la poser. Il fallait sans doute accompagner cette réforme par un volume d'explications qui n'a pas forcément été donné. À la pédagogie, premier point. Deuxièmement, il fallait sans doute l'accompagner par une mesure compensatoire au niveau social. Oui, il aurait fallu qu'il y ait une autre grande mesure. Enfin, le tout en même temps que voulait faire Macron, il l'a un peu raté là-dessus. Bon, mais son idée, c'était véritablement de débloquer et de déverrouiller l'investissement et d'empêcher cette évasion de capitaux qu'il y avait à l'étranger. Ouais. Il y aurait une évaluation souhaitée par Bruno Bonnel, d'ailleurs, le député de la Réunion, ancien patron d'Atari, confirmée ce matin donc par Benjamin Griveaux. Ils ont raison. Faut voir comment on évalue ça. Comment on ne va pas appeler les 300-400 000 Français qui payent moins d'ISF. Qu'est-ce que vous avez fait de votre oseille? Bien sûr que si, on va le savoir de toute façon. Comment vous mesurez? Eh bien, vous le savez. Comment vous savez ce qui a été fait? Mais vous avez les datas, tout ça, vous savez où a été versé cet argent, à quoi il a servi. Enfin, les datas financières, elles sont quand même connues de beaucoup de gens. Hein. Bon, mais peut-être que le gouvernement ouvre une brèche aussi en parlant d'une évaluation, peut-être aboutir, on verra le résultat, on laissera les parlementaires travailler là-dessus. Mais on verra quel sera le résultat. Moi, je constate quand même que depuis un an et demi, bon, les valeurs boursières ont continué de progresser. Alors, il y a un effet monétaire, banque de fonds. Oui, Jean-Marc, attention. Mais il y a eu aussi beaucoup de levées de fonds. Il y a eu beaucoup de levées de fonds qui ont été faites dans les family office. Or, qu'est-ce que c'est que les family office? C'est des groupes familiaux qui réutilisent l'argent des dividendes pour investir dans les... Bien sûr, mais c'est quoi un bon emploi, encore une fois, de celui qui voit sa cotisation d'ISF le bon emploi, c'est un emploi qui est réduit. Est-ce que consommer c'est un bon emploi? On peut dire que oui, si c'est consommé, c'est bon pour l'activité française. Si c'est investi en obligations d'entreprise, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est acheter des titres de Total ou de BNP, whatever, Valeo? Est-ce que ça aide vraiment l'économie française? Arrêtez. Si le niveau de ces gens qui touchent des dividendes ou qui étaient imposés à l'impôt sur la fortune utilisent ça pour consommer, c'est très bien. Mais c'est très bien, mais ils n'y arriveront pas parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut. Ils ont déjà toutes les bagnoles et toutes les résidences. Porsche, hein. Non, ils vont pas. Donc, et puis si on fait de la consommation et là, on ne favorise que les usines de Shanghai, hein, parce que pour l'instant, on n'a pas d'offre à mettre. Sauf si on consomme du service. Hein. Sauf si on consomme du service. Ok. Eh bien, on peut consommer du service, et si vous consommez du service, ça crée des emplois. Et des emplois qui sont pas moyennement qualifiés et dont on a besoin. Non, mais vous voyez venir, c'est pas facile de mesurer l'efficacité de cette quasi-suppression de l'ISF. Non, mais c'est pas facile. Non, je sais d'accord, mais c'était pas facile non plus d'évaluer et de mesurer les revendications des Gilets jaunes. Toujours un plaisir de gloser, de discuter avec Jean-Marc Sylvestre. Merci d'avoir été avec nous. C'était donc notre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Jean-Marc. À bientôt. Merci à vous.